Je vous propose qu'on ouvre peut-être, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Juste avant, petite précision qui me vient de mon collègue qui me dit qu'on peut peut-être préciser que le pôle ETP, depuis 2021, on est engagé avec la PHP sur le développement du partenariat patient et actuellement, il y a 60 projets qui sont aussi engagés sur le développement de- du partenariat. Donc, il y a 60 projets accompagnés au sein de la PHP sur le partenariat. Et peut-être une des premières questions que j'avais notées aussi, c'est voilà, c'est peut-être on nous demande Nabila est-elle rémunérée en tant que patiente partenaire? La grande question est donc peut-être justement comment est-ce que c'est organisé la rémunération et les statuts. Alors, la particularité aussi de la Fondation Maison des Champs et des appartements de coordination thérapeutique, c'est que c'est un accueil inconditionnel, ce qui veut dire qu'on accueille aussi des gens qui n'ont pas de papier. Et donc, les gens qui n'ont pas de papier, même si on veut les rémunérer, on ne peut pas. C'est tout le souci, parce qu'on a déjà, et je continue d'ailleurs, je travaille encore avec d'autres patients partenaires extérieurs, pas ceux qui sont hébergés à la Fondation, mais d'autres patients d'ailleurs, qui co-animent avec moi, avec d'autres collègues des ateliers chez nous, et on les rémunère en CDD. On leur fait des CDD d'une demi-journée pour un atelier plus l'évaluation derrière. Enfin, voilà. On les rémunère en CDD au SMIC horaire. Voilà. Juste apporter un élément peut-être sur cette question. Pour les gens qui sont intéressés par les questions de rémunération et de fonctionnement, il y a le pôle ETP Bretagne qui a fait un merveilleux outil qui justement permet de, en fonction de statut des personnes, de si on est retraité, si on a l'âge, si, enfin voilà, tous les statuts possibles, de savoir comment on peut rémunérer sans perdre ses droits, en faisant attention, etc. Ils ont fait un merveilleux outil qu'on peut retrouver dans leur bibliothèque de ressources. Voilà. Je vous mettrai le lien tout à l'heure si vous voulez. Oui, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de solution miracle par rapport à ce problème-là, qui est un vrai problème. Mais chaque structure va avoir des largesses sur certaines choses et des très fortes rigidités sur d'autres. Donc voilà. Pour notre structure, la seule solution qu'on a, nous, c'est ceux qui ont le statut auto-entrepreneur, c'est facile, c'est une facturation, c'est beaucoup plus facile. Mais sinon, voilà, on fait des CDD d'une demi-journée. Autre question peut-être, bon, vous pouvez répondre tous les deux, hein, mais pourriez-vous être plus précis sur l'apport des patients partenaires dans les ateliers au niveau du contenu et du format? Peut-être, Nabila, si tu peux nous expliquer voilà, comment tu interviens dans les ateliers, sur le contenu, sur le format. Ben, on intervient déjà pour le déroulé. Déjà, on fait des réunions en amont, je veux dire pour préparer les déroulés. Et après, on se répartit un peu les missions. Donc, la co-animation se fait, ça dépend. Moi, généralement, je fais toujours qui veut dire la présentation et après la synthèse, ce qui est vraiment à compléter. Mais qui veut dire l'apport du patient partenaire est très important lors des ateliers. Qui veut dire ce qu'il apporte, c'est vraiment un partage d'expérience, enfin, c'est des savoirs expérientiels ces ateliers sont beaucoup plus une association, une combinaison de la théorie des professionnels de santé et de l'expérience des patients. Donc, il y a cet apport-là des deux et cette combinaison un peu des deux qui est très importante aussi. Excusez-moi. Pour répondre, en fait, alors avec Nabila, elle aime beaucoup et elle excelle à la présentation et la conclusion et à reprendre tout ce qui a été dit et à en faire quelque chose. Voilà, elle a cette compétence et cette capacité à faire justement des résumés de fin ou des choses comme ça. Euh, donc avec Nabila, ça se passe comme ça. Avec d'autres patients partenaires, ça se passe complètement autrement. Mais pour vous donner le dernier programme qu'on a créé, c'est un programme sur la drépanocytose de 5 ateliers. Là, ça s'est fait avec 2 patientes partenaires. Pour vous dire ce qu'elles ont fait, elles ont décidé quels seraient les ateliers, dans quel ordre, qu'est-ce qu'on ferait dedans.
Bref, tout. Et moi, je m'occupe de la logistique et de la mise en forme et de tout le côté, on va dire, administratif ou le côté formalisme des ateliers. Je m'occupe aussi de la faisabilité des choses parce que ça, c'est un peu plus facile quand on est professionnel que quand on est patient de savoir bah, est-ce que ce serait vraiment possible d'avoir 2 jours de suite la salle, enfin, tout un tas de choses comme ça, vraiment de, de pratique. Mais sinon, sur le thème, moi, de plus en plus, je suis convaincu que c'est les patients qui savent de quel thème ils ont besoin. Et après, bah, on va faire en sorte que ça rentre dans les cases et que ça soit faisable, quoi. Alors, il y a une main qui s'est levée, mais qui est repartie. Pleine, ouais. Euh, Mylène, vous avez levé la main. Vous pouvez poser votre question. Oui, Ouais. tout à fait. Je me présente, je m'appelle Mylène Lefroy, je suis psychologue et je m'intéresse à l'éducation thérapeutique du patient. J'avais une question notamment par rapport aux patients partenaires, ceux qui décident justement, enfin ceux qui construisent justement, enfin, ceux qui construisent Mylène, est-ce que vous pouvez des... parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? J'essaye. Là, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Alors, oui, donc j'avais des questions justement par rapport aux patients partenaires qui ont justement la double compétence, enfin pas la double compétence, mais en tout cas qui sont à la fois professionnels de santé et, et qui sont aussi patients partenaires. Est-ce que déjà justement c'est des situations qui sont rencontrées, notamment lorsqu'il s'agit de pathologies somatiques, etc. Et dans ce cas-là, comment justement cette double casquette, on va dire, est managée dans le cadre de l'organisation, de l'animation des ateliers OPG? Mylène, je vais me permettre de vous répondre parce qu'en fait, je pense que peut-être vous n'avez pas compris, mais on pose des questions par rapport à l'expérience des gens qui présentent. Et personne, des deux personnes, n'est patient et professionnel de santé en même temps. Du coup, peut-être qu'on peut garder votre question pour la fin et en discuter tous ensemble, mais je pense que ça fait pas partie de l'expérience sur laquelle ils peuvent partager. Et la Oui, seule vous chose avez qu'on raison. pourrait répondre, c'est que tout professionnel de santé est patient un jour dans sa vie. Donc, voilà. Après, pas Oui, forcément tout d'une à maladie fait. chronique, Mais etc. alors là, je ne vais pas justement aller. Alors, je conçois que ma question peut, comment dire, peut sembler délicate, mais là, c'est vraiment pour une question de logistique, dans le sens où je me demande véritablement, je me pose la question de savoir comment ils font, par exemple, enfin, comment ils font lorsqu'ils sont justement dans l'animation d'atelier. Est-ce qu'il y a justement une répartition des rôles qui se fait à ce moment-là? Comment ça se passe véritablement, en fait? Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs interlocuteurs pour vous répondre parce qu'on n'a pas ça. En tout cas, en appartement de coordination thérapeutique, on n'a pas de soignants, patients, enfin, qui sont tous les deux, quoi. D'accord. Donc, ce n'est pas une situation qui est rencontrée. Par D'accord. rapport à la présentation de Florent et Nabila, non. Après, comme Tiffany vous disait, c'est peut-être une question qu'on peut élargir pour la fin, parce que c'est une question qu'on peut se poser, mais on peut peut-être l'élargir pour la fin et puis reprendre les questions là pour effectivement l'expérience de Nabila et Florent, si on a encore des questions à leur poser, puis on la garde en question d'élargissement pour discuter collectivement avec toutes les personnes du webinaire. D'accord. Parce que c'était, je pensais, enfin, pour moi, ça faisait aussi écho à la question précédente qui évoquait justement, bah oui, le fait qu'il y a justement des compétences présentes, enfin des compétences qui permettent de pouvoir organiser et construire des ateliers d'éducation thérapeutique, et que ces compétences de professionnels, parce que derrière justement les patients, souvent justement il y a des professionnels, pas forcément de santé, mais des professionnels. Donc justement, c'était pour faire
cours avec cette question et élargir justement la discussion sur, tiens, oui, lorsqu'il y a justement des professionnels de santé qui sont spécialisés dans le domaine de la santé. Mais je comprends que ma question puisse être, ça ne me dérange pas que ma question, si c'est possible, soit traitée à la fin. Ça ne me dérange pas. Merci. Merci. C'est une question intéressante, hein, mais effectivement, on peut la garder justement pour en débattre tous ensemble. Il y avait encore quelques questions de précision, et notamment Béatrice Biagani qui demandait avec quel service vous travaillez à l'UTEP en vol. L'UTEP en vol, et ben avec toutes les personnes de l'UTEP en vol, en premier lieu Lucie Cabréjo, qui est neurologue à Bichat, avec Agnès Certain, qui est pharmacienne, et avec, je vais pas retrouver son nom de famille, et la cadre de santé qui travaille là-bas, mais bon, moi je suis très en lien surtout avec Lucie et Agnès. Voilà. Et il y avait une question pour Nabila notamment. Qu'en est-il de la confiance en soi en tant que patiente partenaire, patiente expert? Quelle est votre partie formation? Voilà. Parler de ta confiance en toi. Ah oui, la confiance en soi, ben, c'est tout un travail. Et ben, il faut dire que quand on nous annonce nos pathologies ou une pathologie chronique, c'est dur à accepter au début, mais c'est quelque chose qui se travaille au fil du temps. Et je pense que l'accompagnement que j'ai eu chez Fondation Maison des Champs, c'est vraiment un travail d'estime de soi, quoi. Le programme est beaucoup plus dans les compétences. Il y a les compétences, on va dire, des savoirs et des savoir-faire, mais il y a beaucoup plus le savoir-être, on est beaucoup plus dans des compétences psychosociales qui travaillent vraiment la confiance en soi et l'estime de soi. Voilà. Donc, mais au fil du temps, ça y est, ça se travaille au fur et à mesure, à travers les formations, à travers les missions qu'on a, et tout ça, comme l'a dit Florent tout à l'heure, et cette année avec le DU en ETP à la santé sur l'université, qui veut dire c'est un travail qui se fait, c'est quelque chose qui s'appuie au long cours, et c'est un travail vraiment à faire sur soi-même. Et j'ai eu aussi chez Fondation Maison des Champs les bonnes orientations. Donc, eux, ils m'ont orienté quand Florent m'a orienté vers UTEP en vol, UTEP Larivoisière, Fondation Cognac G, le pôle ressources TP. Toutes ces orientations, je les ai eues chez Fondation Maison des Champs. Qui veut dire, voilà, que c'est adapté, qui veut dire on a un accompagnement, mais après on est orienté vers des structures plus adaptées à nos pathologies et qui sont complémentaires. Il n'y a pas une Fondation Maison des Champs, ils nous orientent. Il y a des orientations vraiment pertinentes et on est obligé, qui veut dire on nous oblige à rien, tout notre accord avec notre accord voilà. Et ces orientations sont vraiment pertinentes. Je veux dire, c'est le patient qui choisit, voilà. Il veut dire, l'accompagnement est vraiment pour une personne à part entière, qui a le choix, qui a le droit de faire des choix, qui a le droit de décider, qui a ça, qui a ça. Et je pense juste ça, c'est un travail d'estime de soi, l'accompagnement. Ouais. Juste arrive à la question. Il y a une personne qui demande aussi quel est le volume horaire de Nabila et est-ce que c'est une activité régulière? Est-ce que tu as une autre activité professionnelle? Non, Mais j'ai pas, bah, je suis patiente partenaire avec un parcours de vie, comme tout le monde, et un parcours médical. Donc, mon parcours de vie qui était vraiment comme professeur des écoles et professeur formatrice. Donc, oui, j'étais dans l'enseignement. C'est pour ça le TP, j'ai vu que la démarche était vraiment pédagogique. Et ça me passionne vraiment. C'est ma vraie passion. Mais au début, quand je l'ai fait, c'était pas pour travailler ou pour être rémunéré ou ça. Mais au fil de temps, au long cours, ça a pris une autre tournure. Mais je suis pas en activité professionnelle. Ce que je fais depuis 2019, c'est du bénévolat. Voilà. C'est juste du bénévolat. Et c'est pas à plein temps.
qui veut dire c'est des missions que j'ai au niveau des UTEP, que je les fais, et voilà, avec des lettres de mission au niveau de la PHP. Il y a une petite question aussi pour Florent. Pourquoi le partenariat est devenu une réponse possible aux actions d'ETP que vous menez? Euh, ah, ça, c'est Bah oui. une grosse question, là. C'est plus les petites questions faciles. Euh, eh bien, bon, moi, je vais vous dire, j'ai été, en fait, quand je suis arrivé à la Fondation Maison des Champs, en tant qu'infirmier, et on m'a dit, ah, tu vas voir, ici, il y a des ateliers vie sexuelle et affective, collectifs, mixtes, co-animés avec une patiente intervenante. Moi qui venais de l'hôpital, évidemment, quel est ce monde, que se passe-t-il? C'est n'importe quoi, ça va mal se passer. On m'a dit, bah, tu peux venir voir, tu peux faire juste observateur et tout. Voilà. J'ai observé cet atelier-là et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je change totalement de paradigme et que, bah, en fait, un bon atelier, c'est un atelier qui est créé avec un patient et sinon, c'est forcément un moins bon atelier. Ça peut pas- Il faut être pas mal, mais ça sera jamais aussi bien de toute façon. Et bah, ensuite, l'expérience me l'a prouvé à chaque fois. De... On est, en fait, la co-animation peut paraître, je sais pas, aux yeux du monde, un peu le truc le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la co-construction. Parce que c'est sur les objectifs de travail, les objectifs de compétences à acquérir, que c'est le plus précieux. Parce que sinon, on a nos objectifs de professionnels de santé. Il faut qu'il ait une hémoglobine glyquée qui soit en dessous de 8 pour un diabétique, par exemple. Et c'est pas l'objectif de la personne. Et donc, bah, on peut faire plein d'ateliers très bien faits, mais qui ne sont pas du tout, enfin, qui vont pas amener à ce résultat-là. Alors que ça va être d'autres choses. Et notamment, bah, je pense à une autre patiente intervenante sur le diabète qui me dit, eh ben, moi, pour réguler ma glycémie, ce qui est important, c'est que je sache quoi faire quand on me propose de manger un gâteau. Et donc, on a fait un atelier entier là-dessus, sur quelles sont les différentes réponses possibles quand on vous propose un gâteau. Et ça fait baisser l'hémoglobine glycée. Et ça, je ne l'aurais pas pensé tout seul. Donc voilà, pour moi, maintenant, le partenariat patient, c'est en premier pour les objectifs, ensuite pour la co-animation pour pouvoir rebondir sur les choses, et même surtout en fait sur la co-évaluation aussi, parce que les patients entre eux vont pas forcément dire les mêmes choses qu'à leurs soignants. Enfin, voilà. Il nous reste un petit quart d'heure. Il y a des questions un peu plus larges qui ont été posées, auxquelles on peut peut-être répondre un peu plus collectivement. Donc, une réponse où j'ignore, je ne pense pas que nous ayons le chiffre, mais combien avons-nous de patients partenaires en France avec les déclinaisons formateurs, chercheurs, experts? Donc, le chiffre, je ne suis pas sûre que quelqu'un l'ait, surtout avec toutes les déclinaisons possibles et tout ce qui se passe dans les milieux associatifs, dans les hôpitaux, dans chaque région. Donc, je ne suis pas sûre qu'en France, on l'ait. Donc, si quelqu'un l'a, on est preneur. Moi, j'y suis pour la Voilà, Fondation Maison des Champs qui est de 10. voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai même jamais compté au pôle, mais on est au moins 10 au pôle ETP. Euh, donc, si quelqu'un a la réponse, on est preneur. Et il y avait une autre question en parallèle, qui est un peu plus large aussi, mais c'est les médecins, hôpital, ville, euh, professionnels de santé, etc. Sont-ils prêts à travailler avec des patients comme vous, donc comme Nabila? Euh, Ah, la preuve qu'un certain nombre, oui, parce que voilà, Nabila, on n'a pas dit, c'est vrai, tout son parcours de formation, mais donc d'abord la formation patient intervenant du pôle ressources, parce que c'est la formation qui permet de faire des choses en pratique. Ensuite, la formation des 40 heures, parce qu'elle permet de donner une légitimité. Et enfin, le DU ETP de l'Université des patients de la Pitié et Salpêtrière, là pour l'ensemble, parce que c'est quand même une plus grosse formation, c'est pas du tout le même niveau. En plus, tu veux dire,
pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de rester en formation continue. Et ce qui m'a permis vraiment de rester en formation continue, c'est le pôle ressources ETP. Je veux dire, à chaque fois, il y a de nouvelles thématiques et c'est très important, quoi. Béatrice, vous voulez bien. Vous m'entendez? Oui, Oui. Alors, d'abord, je voulais vous remercier pour ce témoignage parce qu'effectivement, c'est toujours intéressant de découvrir des parcours différents. Et c'est pour ça que ma question était plutôt par les biais de quels services elle était rentrée en contact avec l'UTEP, euh, avec l'équipe de Caroline, Agnès et Lucie, justement. Mais après, avec quel service médical? Voilà, c'était ça ma question, la première. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal de questions sur comment on rentre en contact avec des services. Alors, il se trouve que depuis quelques mois, les groupes hospitaliers, la quasi-totalité des groupes hospitaliers de la PHP a mis en place des missions, engagements et partenariats patients, qui sont d'ailleurs accompagnés par les pôles ETP pour tout ce qui est action partenariat, mais qui sont là justement pour développer tous les partenariats au-delà de l'ETP enregistré et financé par l'ARS. Donc, vraiment, tous les patients qui sont en contact avec un service de santé des hôpitaux parisiens, maintenant, on a un interlocuteur qui est dans ces missions engagement patient. Enfin, moi, je suis GHU Nord, mais il y a l'équivalent dans tous les autres groupes. Et d'ailleurs, on a même une espèce de coordination qui est pilotée par Marion Lanly et son équipe. Et c'est une très belle opportunité et on a vraiment besoin des patients, même des patients qui ne sont pas formés, pour venir nous aider à monter cette communauté des patients partenaires qui vont vraiment faire du partenariat. Donc, bien évidemment, il y a 10 000 opportunités après, et c'est ça la richesse, parce qu'on peut se former, on peut faire des 40 heures, on peut faire des actions d'accompagnement. Enfin, il y a vraiment une multitude d'opportunités qui est proposée à ces patients. Pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'on est en train de réfléchir, il n'y a pas moyen de les rémunérer, sauf certains cas vraiment exceptionnels via les assos, mais on réfléchit sur rendre les cadres de recrutement plus garantis, rembourser des choses, faire signer une fiche d'émission, enfin, régler aussi le cadre juridique, on va dire, des patients partenaires, parce que c'est important aussi de les protéger, les patients qui dégagent du temps pour accompagner d'autres patients. Donc, moi, je peux mettre dans le chat mon portable et mon mail à moi, mais voilà, donc les groupes, c'est les GHU Nord et c'est 9 hôpitaux, c'est déjà pas mal, mais ça existe l'équivalent dans les autres groupes hospitaliers. Donc, il faut pas surtout, bien évidemment, on peut passer par le pôle ETP qui travaille en contact avec la PHP, mais c'est vraiment bienvenu la participation de tout patient. Après, on s'occupe de comment vous intégrer dans les programmes, en dehors des programmes, comment vous recruter. Enfin, heureusement, on a des moyens maintenant techniques, hein, pas des moyens, des ressources monétaires, mais on peut effectivement monter des projets de partenariat qui vont au-delà du périmètre des UTEP, qui est déjà richissime et magnifique, mais on a vraiment besoin de patients qui viennent nous voir pour ouvrir de nouveaux partenariats. Et si vous avez un service avec qui vous présentez, tant mieux. Sinon, on va trouver des solutions. Merci beaucoup. C'est ce qu'on peut dire d'ailleurs pour Nabila, ce qui s'est passé, parce que par quel service médical du GH Nord? Aucun. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé grâce, comme souvent pour les rencontres, grâce au pôle ressources, qui avait fait un webinaire sur comment adapter les ateliers ETP de présentiel en distanciel. C'était deuxième confinement en 2020, où avaient participé justement Lucie Cabréjo, mais aussi au niveau de la Reboisière, il y avait Aline Frasier, etc. Audrey de Cotigny de l'UTEP Paris-Saclay aussi. Et il y on avait a beaucoup de gens, ils étaient 30 hein, sur voilà. scène. Et Lucie Cabréjo a dit, je veux faire quelque chose sur la littératie en santé. Tous ceux qui sont intéressés, qui même me suivent, et on y allait.
Et on a fait un groupe de travail à partir de ça. On a pris les premiers patients dont Nabila faisait partie pour faire nos tests. Et après, tous les patients qui ont fait la première session, on leur a proposé de continuer comme ça. Et après, bah, du coup, après avoir plusieurs fois co-animé avec Lucie notamment, elle a animé pas mal de fois Nabila, quand j'ai dit à Lucie, moi, je peux pas, j'arrive pas à pouvoir la faire former aux 40 heures Nabila alors qu'elle est très volontaire, bah, elle a réussi à la faire former justement à Bretonneau. Donc c'est aussi comme ça, c'est du partenariat patient et du partenariat ville-hôpital aussi. C'est quelque chose qui nous tient assez à cœur aussi parce que on dit c'est difficile de parler entre médecins et patients, c'est vrai, mais alors entre ville et hôpital, vu que ça a été mon métier pendant un certain temps, c'est très compliqué. Mais des fois, ça marche. Donc, c'est pour ça que je peux vous dire justement. euh, à l'UTEP donc en vol, à Lariboisière et aussi donc l'UTEP qui est dans notre secteur à nous, donc Paris-Saclay, avec Audrey de Cotigny, bah, la communication est fluide. Et quand on parle de patients partenaires, on parle de la même chose. Donc à partir de ce moment-là, voilà, ça ne marchera pas dans tous les services, etc. Ça c'est sûr. Mais ça peut marcher quand même à pas mal d'endroits. Donc faut continuer d'y croire. Ça va un petit peu avec la question plus large qui a été reposée sur pensez-vous que les médecins sont prêts à travailler avec les patients? Ah Je bah, vois qu'il y a déjà des. il y en a jamais, hein, c'est certain, hein. Mais c'est bon, Il y en a, oui, voilà. c'est ça. On pourrait poser Il y la a des. question autrement, c'est peut-être un peu provocateur ce que je vais dire, mais comment on peut être médecin sans avoir lu Martin Winkler, par exemple? Ça devrait être pour moi beaucoup plus important. Je ne sais pas si vous n'avez pas lu ça, courez lire n'importe lequel de ses livres, en particulier L'école des soignantes, qui explique comment on soigne les gens ou comment on soigne des maladies, quoi, tout simplement. Et comme on soigne des gens, bah, faut le faire avec des gens. Si on veut soigner une maladie, on peut le faire avec des livres, avec des scanners, avec ce qu'on veut. Et c'est bien de soigner les maladies aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Mais comme on soigne des gens, eh ben, faut le faire avec les gens. Et même certains médecins peuvent bouger leur ligne, hein. Au départ, c'est difficile, et puis après, on leur apporte une preuve, une autre preuve. Et les médecins, ils aiment bien les preuves. Et si on en a suffisamment, bah, ça marche. On a dit à notre médecin, par exemple, bah voilà, on a fait baisser de 30 jours par an d'hospitalisation chaque patient avec notre programme sur la drépanocytose. C'est un chiffre, c'est un résultat tangible qui donne quelque chose. Et là, du coup, bah d'accord. Bon, bah, je pense que tu nous apportes la conclusion. Oui, certains sont prêts et d'autres non. Il est 56, donc on est tout pile dans les temps, même il nous reste 4 minutes. On peut peut-être prendre une toute dernière question s'il y en a une. Et puis sinon, ben, Pour rebondir s'il n'y a pas d'autres questions sur la question de Mylène qui parlait justement des doubles casquettes. Et peut-être ça peut être intéressant de reboucler avec ce qu'avait dit Nabila de très intéressant, qui elle aussi a plusieurs casquettes. Donc en fait, c'est savoir jongler avec ces différentes casquettes, ces différentes postures. On peut très bien être soignant et patient. Par contre, il faut choisir quelle casquette on met à quel moment. C'est un peu ce qu'elle nous a dit et j'ai trouvé ça très bien résumé. Oui, et puis, mais même, je disais, quand on est professionnel de santé, on a forcément été patient et on le sera un jour. Mais on s'en sert quand même un petit peu aussi. Je sais qu'on dit toujours la distance, il faut jamais parler de soi, etc. Je vois pas comment on peut s'en sortir si on parle jamais de soi. Et quand on parle de soi, on n'est plus totalement professionnel de santé. On est être humain, quoi. Donc, il y a un moment où on parle d'être humain à être humain et c'est pas mal aussi. Et par belle moment aussi, conclusion. ouais. Vas-y, Ben oui, Nabila. et par moment, ils nous disent tout ce qui est médical directement comme ça, et c'est, voilà. Eux aussi, les professionnels de santé, ils ont ils ont ce contact de personne à personne, ils ont ce contact aussi, cette relation de soin.
ils ont cette relation de soins, ce contact humain qui veut dire, moi, chez Florent, c'est ce que j'ai trouvé. C'est un tout, voilà. C'est un tout qui veut dire, il a cette relation de soins quand il parle du médical, c'est le médical. Il a cette relation d'une personne à l'autre. Il avait beaucoup, beaucoup de connaissances en ETP, un très grand réseau. Il connaissait toutes ces UTEP et le pôle ressources ETP et tout ça. Donc, tout ça, franchement, m'a beaucoup aidé. Merci Eh beaucoup. bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci encore à Florent et Nabila pour votre retour d'expérience. C'était très riche, Merci très à vous. enrichissant et merci beaucoup. Et puis, ben, on espère vous retrouver bientôt. Le prochain webinaire du pôle sera en septembre. On va se laisser l'été pour profiter du soleil tous. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour le prochain webinaire. Merci beaucoup de votre présence.